Merci beaucoup. En fait, quelle ville, quelle équipe, quelle maison, cette maison Emily. En fait, depuis un mois, je ne sais plus si j'habite à Montréal ou à Québec, parce que tout le temps on m'appelle ici, je suis ici, donc. Et puis c'est drôle parce que j'ai étudié ici à l'université Laval, et puis de plus en plus, grâce à cette maison de la littérature et à la culture, à chaque fois que j'arrive, je traverse le pont, je me sens chez moi. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci à l'équipe, à l'Institut canadien, à l'équipe de la Maison de la littérature, pour ce sentiment, cette sensation. Quand on est en exil, ça fait du bien de se sentir chez soi. Et quand je rentre ici, je me sens chez moi dans cette maison. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Donc je commence par, en fait, faire une petite publicité. On m'a demandé de faire de la publicité. Moi qui ne fais pas souvent de publicité, mais c'est mon métier. J'anime, donc il faut faire de la publicité. On m'a dit que l'entretien est présenté dans le cadre du festival Québec en toutes lettres. Et merci à BCF Avocats d'affaires, partenaire, présentateur des entretiens et des tables rondes. Donc maintenant j'ai dit merci et je vais continuer mon merci en disant merci, en disant honneur et respect à Emily Prophète. Et je pense que ça fait longtemps que Emily Prophète aussi, comme écrivaine, elle connaît bien la ville de Québec. On conduisait ensemble et puis elle me dit « Ah, c'est là le salon, ah, c'est là telle rue, ah, c'est là, je connais, etc. » Donc, Emily, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Rodney Saint-Éloi. Et merci de votre présence. Est-ce que tu te sens comme moi chez toi? Moi, je suis définitivement chez moi, dans mon pays, parce que le pays d'un écrivain, c'est là où se trouvent ses lecteurs. Et mes lectrices et lecteurs sont au Québec, à Québec, et je suis chez moi. Ah ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Parce qu'effectivement, Émilie a publié un livre, en fait, parce que comme elle est chez elle, on ne va pas la présenter comme elle n'était pas chez elle. Elle aurait vraiment honte de dire qui elle est, de conjuguer Émilie Prophète, est, si, ça. Comme elle est chez elle, donc on ne va pas la présenter, en fait, de manière classique. Émilie Prophète a publié un livre, ce livre-ci, et en un mois, tout le monde lisait et parlait de ce livre. Je pense que c'est le mois de juillet dernier, à la suite de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Et il y avait un article de Daniela Ferrière qui disait qu'il ne connaissait rien. Et les gens étaient étonnés de voir que Daniela Ferrière, l'académicien, disait qu'il ne connaissait rien. Si vous voulez poser des questions, ce n'est pas moi qui avais des réponses. Il faut simplement lire ce livre et les villages de Dieu. Bien entendu, le Québec et Haïti, c'est une grande histoire de passion et d'amour. Les gens se sont jetés sur ce livre. Et moi, l'éditeur, j'étais très heureux. Donc, en un mois, on a vendu plus de 10 000 copies de ce livre. Donc, le Québec a répondu fortement parce que le Québec voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, c'était quoi ces villages, etc. Et donc, je pense, Émilie, quand Émilie dit qu'elle est chez elle, c'est-à-dire elle est au pays de ses lectrices et de ses lecteurs. Donc, Émilie, je te laisse expliquer un petit peu plus comment ta relation avec le Québec s'est construite. En fait, moi, le Canada, c'est le rêve de beaucoup d'Haïtiens, ce grand pays de neige, ce grand pays de miracles avec deux grandes langues officielles qui sont le français et l'anglais. Et ensuite, j'ai découvert sur le tard cette grande et belle présence amérindienne et qui compte non seulement l'histoire du Canada en lui-même, mais aussi l'histoire violente,
tourmentée de tout le continent américain. Et voilà, donc je viens au Canada, on va dire, la première fois que je suis venue au Canada, ça fait bien 25 ans, je suis venue voir. J'ai trouvé qu'effectivement l'hiver était très rude parce que je suis arrivée un mois de décembre, mais qu'est-ce que c'était beau, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je découvrais la neige. Et ensuite, les éditions Mémoire, fondées à Port-au-Prince par Rodney Saint-Éloi, et s'est transformée à Montréal en Mémoire d'Encrier. Et les éditions Mémoire, c'était ma maison d'édition. Les éditions Mémoire d'Encrier sont restées en fait dans le prolongement des éditions Mémoire. Mémoire d'Encrier a continué à me publier en 2007 avec un livre qui vient d'être réédité pour la 3e fois, ce qui est un miracle. Et je pense que je fais partie des rares écrivains haïtiens à avoir vu un livre publié 3 fois par le même éditeur. Ce livre qui a eu un parcours miraculeux avec le prix des écrivains de langue française après sa sortie, et ensuite une seconde édition parce qu'il était encore demandé, une traduction en anglais au début de l'année 2021 et une 3e édition des éditions Mémoire d'Encrier. En fait, toute mon histoire d'écrivain est liée au Québec. Pas généralement au Canada, maintenant si que le Testament des Solitudes qui a été publié en janvier sous le titre Blue est en anglais aussi, mais toute ma vie d'écrivain, toute mon histoire d'écrivain, tout mon parcours est lié au Québec puisque j'ai beaucoup de lectrices et de lecteurs au Québec, un petit peu plus même, beaucoup plus même qu'en Haïti. Donc pour moi je suis très très liée au Canada. Je n'y vis pas, et parce que je ne vivrai pas dans un autre pays qu'Haïti. Donc, c'est une décision que j'ai prise très, très, très tôt dans ma vie. Mais le Québec, c'est un peu chez moi parce que c'est le pays où je compte le plus de lectrices et de lecteurs. Et qu'est-ce que cela veut dire avoir plein de lectrices et plein de lecteurs dans un pays? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent mieux que vous ne pouvez imaginer. Parce qu'en écrivant un livre, on n'imagine pas la quantité d'ADN, la quantité de traces qu'on laisse au détour de chaque phrase sans s'en rendre compte. Et là, quand vous avez des gens qui ont lu 3, 4, 5, 6 livres que vous avez publiés, et vous pouvez être certain qu'ils vous connaissent mieux peut-être que vous ne vous connaissez. Intéressant. Emily parle de ce livre qui est son premier roman, et Le Testament des Solitudes, premier roman qui a été publié d'abord et en 2007, et à Mémoire d'Encrier, qui a été repris dans une petite édition de poche et qui a été relancé encore, et Le Testament des Solitudes. Donc j'aimerais bien... Moi j'ai un dilemme, Rodney, j'ai un dilemme et je suis très perturbée parce que quand je regarde les 3 livres, je me demande lequel est le plus beau, lequel je préfère. Donc, c'est un vrai dilemme et ça m'empêche de dormir la nuit. Mais c'est 3 versions d'Emily Prophète, donc tu choisiras toi-même et tu nous diras après. Donc tu dis, Emily, les terres ont l'air sans borne ici. La vie s'est recroquevillée, repliée sur elle-même. Le monde vu d'ici est immense et petit à la fois. Tout ce vert, ces marécages sont depuis toujours des grillages imaginaires. J'aime beaucoup les terres ont l'air sans borne ici. Cette question de limite, on parle ici, c'est sûrement Haïti. Donc, quand on parle Haïti, on pense que tout est petit, alors que c'est comme si tous les horizons s'ouvraient. En te lisant, c'est ce que je crois comprendre, et c'est ce qui ouvre ce livre, Le Testament des Solitudes. Et Gustave Flaubert, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je fais souvent référence à lui, est né dans une petite ville, il est né à Rouen, et qui s'appelle Yvetot. C'est aussi la ville de naissance de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, qui elle aussi est une très grande admiratrice de Flaubert, et Flaubert a écrit en littérature Yvetot vaut Constantinople. En cela, Haïti, Port-au-Prince, la province
province bleue dont je parle dans le Testament des solitudes vaut certainement Vancouver ou Ottawa. Donc les terres, en fait, quand on parle d'un lieu qui est le sien, un lieu où toute son histoire est enracinée, un lieu qui est le lieu zéro, le lieu d'où tout part, comme un faisceau vers l'extérieur, vers tous les extérieurs. Forcément, on est quelque part d'où l'on voit l'horizon, d'où on peut évaluer l'horizon aussi. Parce que nous rêvons tous de partir, même si c'est pour pouvoir mieux revenir. Et de fait, il y a beaucoup d'Haïtiennes et beaucoup d'Haïtiens qui sont partis, comme je l'explique peut-être dans le Testament des solitudes et dans d'autres livres, pour pouvoir mieux habiter Haïti. Parce que Haïti, c'est une histoire très difficile et cette difficulté continue. On dirait que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc voilà, il y a les Haïtiens sont arrivés sur cette terre dans les conditions que nous connaissons et ramener des côtes de la Guinée. Quand on parle de Guinée dans ce contexte-là, il faut voir toute la côte, tout le golfe de Guinée, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, le Nigeria et tous les autres pays de cette côte. Donc ils ont été ramenés, ils ont été transportés à fond de cale en Haïti et Haïti, c'est une histoire d'esclavagisation qui a duré près de 5 siècles. Haïti est resté, on dirait, le banc d'essai des Amériques, comme disait Georges Anglade. Et voilà, et les hommes et les femmes qui sont arrivés dans ce pays-là ont toujours rêvé de partir. Et il y en a beaucoup qui y sont arrivés et qui vivent dans ce beau pays qu'est le Canada. Donc voilà, et du Canada étant, ils continuent d'habiter Haïti, de penser à Haïti, d'aller aux nouvelles tous les jours. Donc ce déracinement des côtes africaines, en fait, il y a une guérison qui n'a pas eu lieu. Et je pense avoir raconté cette anecdote dans les villages de Dieu. Aujourd'hui encore, quand un Haïtien, une Haïtienne décède dans les milieux ruraux, on dit que son âme est retournée en Guinée. Donc nous avons toujours un voyage à faire. Un voyage à faire parce que le monde, il est beau et que nous aussi, certainement, nous méritons d'aller voir le monde. Et comme dans tous les citoyens et citoyennes des pays pauvres, on dirait, sont assignés à résidence parce qu'on leur demande beaucoup pour leur octroyer un visa, on leur demande des comptes en banque, on leur demande des choses qu'ils n'ont pas et que s'ils avaient, ils resteraient chez eux. Ils seront aussi sédentaires que l'Américain qui vit au fin fond du Wisconsin et qui n'a même pas envie de se faire un passeport. Donc les pauvres ont peut-être un petit peu plus envie d'aller voir le monde parce que l'interdit a bon goût. On a envie d'aller voir. Et quand on est insulaire, cette envie est beaucoup plus présente quand on est insulaire d'un pays pauvre parce que celui qui naît, par exemple, à Adélaïde en Australie, il a la possibilité parce que son passeport lui permet de franchir les frontières. Il se dit bon oui, ça peut attendre. Ou celui qui naît en Grande-Bretagne, alors que le pauvre qui naît en Haïti ou qui naît à la Jamaïque, il a envie d'aller voir ailleurs. Donc cette envie d'aller voir ailleurs, je l'ai exploré dans beaucoup de livres. Et aussi, j'ai essayé de voir quel bonheur ces ailleurs nous ont apporté, parce qu'ils nous en ont certes apporté, mais aussi combien d'effondrements dans nos vies individuelles ont commencé à partir de ces départs. Donc, le Testament des solitudes, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est avec ce livre-là que je suis passée de la poésie pure et dure
dur, jurer, cracher, je n'écrirai que de la poésie, à un récit plus long. Et il représentait à la fois pour moi une sorte de règlement de compte avec moi-même, où je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui se sont passées et que je n'ai pas eu le temps de regarder. C'était pour moi une occasion de faire un petit retour en arrière, de comprendre d'où je viens, pourquoi je vis en Haïti et quelles sont ces personnes qui ont tourné autour de moi et que je n'ai pas toujours vu, que je n'ai pas toujours pris le temps de regarder. Donc c'est l'histoire d'un départ, parce que toute notre histoire, je l'ai dit tout à l'heure, toute l'histoire des Haïtiennes et des Haïtiens tourne autour d'un voyage retour qu'il faut faire vers la Guinée, un voyage très difficile, un voyage impossible et un voyage, une étape qu'il faudrait peut-être franchir pour venir travailler, certes, dans les Amériques, les Amériques au départ, dans les années, un petit peu dans les années 30, 40, les Haïtiens allaient beaucoup à Cuba, par exemple. Ensuite, ça a été New York et un peu plus tard, dans les années 50, 60, ils sont partis un peu partout, ils sont allés partout dans les Amériques et particulièrement au Canada, au Québec et dans tout le Canada. Ils sont partis en Europe et je pourrais mettre quiconque au défi d'aller dans un pays où il ne trouverait pas une Haïtienne, un Haïtien, une Haïtienne qui est encore très 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 attachée à son île et qui a envie de raconter, qui a envie de parler de voyage retour. Parce que le meilleur moment du voyage reste le retour, même s'il est imaginaire. Absolument. Mais ce livre-là, il était traduit en allemand et puis en anglais. En anglais, ce livre a été vraiment bien, très très bien reçu. Je ne vais pas dire l'argent que les éditeurs anglais ont payé, mais ils ont payé beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, pour vous dire la vérité, parce qu'on est... Émilie est chez elle, donc on peut dire la vérité, là. On peut parler d'argent, donc, et sans être gêné. Donc, ça a eu vraiment beaucoup de succès en anglais. Ils ont traduit ça justement par blue, comme le bleu, parce que dans ce livre-là, la province est bleue. Donc, ce lieu dont parle Émilie, et Émilie parle toujours de la province bleue. Donc, la traductrice a choisi de traduire le livre par blue. Et ce qui est important aussi dans la réception de ce livre, dernièrement, dans l'émission de la librairie francophone, il y a une libraire qui a dit que les mecs ne comprenaient pas ce livre, parce qu'il y avait Emmanuel Kérad et un autre libraire qui parlait du livre en disant que c'était difficile, il y a pratiquement trop de poésie dans ce livre pour y entrer. Et puis il y a une femme libraire qui dit « Messieurs, allez vous asseoir, vous n'avez rien compris ». Donc ce livre est à déguster vraiment comme un café très très fort. Il faut le lire. C'est comme si elle lisait un livre de 600 pages. C'est une libraire belge et je vais au début du mois à Bruxelles, je vais passer la saluer. Donc ceci dit, Émilie, dans ce livre, il est construit et tu parles beaucoup de vœux de voyage, ce qui, on le sait, quand on demande à un Haïtien peut-être à quoi il rêve, naturellement, l'Haïtien ou l'Haïtienne, il rêve de voyager, il a envie d'avoir un passeport, il a envie de devenir citoyen du monde, de faire bon usage du monde. Donc, et là, ce qui est beau dans ce livre, c'est on a l'impression d'écouter les gens dans un aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou pour un Haïtien, ce petit mot, l'aéroport? L'aéroport, c'est le lieu d'où l'on part et il reste comme... voilà, il symbolise quelque part le voyage. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris un avion, j'avais 20 ans. Je suis partie, j'étais boursière du gouvernement américain. Je suis partie dans le Mississippi. Ensuite, je suis allée à Washington. Et puis, je suis revenue en Haïti. Je suis rentrée. Et à chaque fois que je passais devant l'aéroport à Port-au-Prince, j'avais envie de partir. J'avais envie de partir. Et évidemment, c'était cher de partir. Moi, je n'appartiens pas au groupe de personnes qui vont en vacances. Donc, l'aéroport
l'aéroport symbolise, voilà, le voyage. Voilà une forme de liberté qu'on prendrait. On irait visiter le Canada, on irait en Europe, on se ferait plaisir, on rencontrerait des gens, on serait comme par miracle dans une ambiance différente, en train éventuellement de penser à son pays, de se poser des questions à propos de son pays. Donc voilà, et la narratrice dans le Testament des solitudes, elle revient d'un voyage très très douloureux. Elle a été à des funérailles d'une femme de sa famille décédée dans un accident. Et là, assise dans cet aéroport, tout de suite après les attentats du 11 septembre 2000, elle pense voilà, à cette famille éclatée. Elle pense au quartier où elle a vécu les premières années de sa vie, et elle rassemble une sorte de puzzle pour essayer de comprendre, pour essayer de donner vie à des gens qui n'ont jamais existé. Parce qu'il y a un niveau de pauvreté, de misère humaine dans lesquels les gens peuvent se trouver, où ils n'existent pas. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le temps de penser à eux-mêmes. Voilà, il y a un combat tel pour la survie que finalement, on finit par ne pas vivre. Parce que la survie, ce n'est pas la vie. Donc elle est là dans cet aéroport et elle réfléchit, elle pense et elle débute l'histoire tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Parce que les femmes dont elle parle, dont elle va parler, naissent après la Seconde Guerre mondiale, où voilà, Haïti n'était pas belligérante, quoique Haïti avait déclaré la guerre à l'Allemagne. Ça, c'est une anecdote. Haïti, le président Lescaut avait déclaré la guerre aux puissances de l'Axe, comme on disait, le Japon, l'Allemagne, l'Italie. Donc Haïti subit les contre-coups de la guerre, comme aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, les gens subissent les contre-coups de la guerre en Europe, en Ukraine. Et curieusement, ce sont dans les pays très pauvres qu'on sent vraiment, avec beaucoup d'acuité les conséquences de ces guerres-là. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1945, 44, 48, peut-être après, parce qu'elles naissent dans ce tournant-là. Et elle dit que dans ce pays-là, il ne fallait n'être ni femme ni dans cette province. Parce que les femmes, on leur assignait des tâches, les tâches ingrates, et beaucoup de gens ne voyaient pas la nécessité pour une fille d'aller à l'école, par exemple. Donc, elles marchaient tellement, ces filles-là, pour se rendre à l'école, qu'elles ont fini par se lasser. Donc, voilà, et les femmes, voilà, et à peine savaient-elles écrire leur nom, parce que c'était cela. On les envoyait à l'école afin qu'elles puissent savoir écrire leur nom, qu'elles puissent signer au bas d'un document. C'est ce que disaient les parents. Donc voilà, c'est à partir de là que commence cette histoire qui se prolonge jusqu'à la fin du XXe siècle, où ces femmes, elles laissent cette province très bleue, très belle, mais très rude aussi pour tout le monde et pour les femmes en particulier. Donc elles arrivent à la capitale, Port-au-Prince, et nous sommes au début des années 80. Le début des années 80 est marqué par une immigration massive des Antillais, pas que des Haïtiens, des Antillais, Jamaïcains, Cubains, Haïtiens, Dominicains, vers la Floride, parce qu'ils avaient découvert qu'avec un petit bateau, ils pouvaient atteindre les côtes de la Floride. Donc ces femmes vont se débrouiller, deux d'entre elles vont parvenir à toucher les terres de la Floride, et là, comme quoi là, il y a des malheurs que l'on porte. Je n'appellerai pas ça forcément un malheur, parce que c'est un mot que je n'aime pas, mais il n'y a pas de véritable miracle pour des femmes qui naissent dans cette province bleue et qui arrivent en Amérique. Le self-made man ou le self-made woman, c'est très américain, mais c'est dans le roman américain. Mais il faut
être blanc pour cela. J'entends par être blanc, ne pas le prendre au premier degré, c'est-à-dire il faut connaître les mécanismes de cette société, de ce système, pour peut-être pouvoir essayer de passer au travers. Donc elles arrivent, elles ont plus de 30 ans, peut-être même 40. Là, elles vont évidemment travailler comme tous les immigrés, accomplir les tâches que les autres ne veulent pas. Et voilà, il y a cette misère qui continue et voilà, et il y a une légende autour de ceux qui partent. Et cette légende est encore vivace, c'est-à-dire quand vous partez, vous découvrez le Graal, c'est-à-dire vous automatiquement que vous touchez les terres américaines, sentant tout le continent américain, vous avez accès à l'argent, vous pouvez travailler, certes, vous pouvez travailler, mais il y en a même qui travaillent trop, c'est-à-dire ils travaillent, ils ont 2 boulots. Et jusqu'à présent, hein, j'ai rencontré une amie d'enfance en Floride l'année dernière. C'est une femme qui travaille de 6 heures du matin à 6 heures du soir dans un hôpital du lundi au vendredi. Et en week-end, elle va encore travailler, elle a un autre travail. Elle n'a pas le temps de se reposer parce qu'elle a beaucoup de factures. Donc voilà, et l'émigré haïtien, il entretient ce mensonge selon lequel on est bien sitôt qu'on arrive là-bas. Donc, il faut envoyer de l'argent à la famille, et même si ce n'est pas beaucoup d'argent, il ou elle envoie $100, et tout ça est détaillé dans le chèque, dans le bon qui est envoyé, et il y a $5 pour voisine un tel, il y a $20 pour payer l'écolage, il y a $40 pour payer le loyer. Donc, elles arrivent quand même à soutenir des gens qui sont dans la misère. Donc, et voilà, mais il faut aller voir pour comprendre que ces exils n'ont jamais été des exils heureux. Et c'est pour cela que ceux qui partent, même s'ils font semblant, leur plus grand rêve, c'est de revenir au pays. Donc voilà, donc cette narratrice, elle est là dans cet aéroport et elle rassemble le puzzle pour nous aider à comprendre. Voilà, c'est un survol de toute la deuxième moitié du XXe siècle et qui nous aide à comprendre, voilà, ces départs, ces retours, ces morts par accident, ces morts naturelles et cette impossibilité et pour les uns et les autres de se réaliser, c'est-à-dire d'accéder à la liberté. Parce que quand ils arrivent là-bas, des fois, ils décèdent et ils ne peuvent jamais rentrer parce qu'ils n'ont jamais le papier qu'il faut, les documents qu'il faut pour pouvoir voyager, ou bien ils perdent quelqu'un, un enfant, une maman, un papa, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer de l'argent. Donc le seul lien qu'ils finissent par pouvoir établir avec le pays, c'est un lien financier. Oui. Mais on va passer un petit peu à les villages de Dieu, à un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cécé, qui est une jeune femme. Avant même de te poser la question, Emily, de passer à ce livre-là, Les villages de Dieu. Et j'aimerais bien, en fait, te poser la question sur la place des femmes, en fait, dans la société haïtienne. Parce que dans tes livres, quand on lit, moi, j'ai eu la chance ou le malheur, le mot que Emily n'aime pas, de tout lire de ce qu'écrit Emily, même ce qui n'est pas encore publié. Je lui ai demandé les premières pages de son prochain roman. Là, que je n'ai pas donné. Qu'elle ne m'a pas encore donné. Donc, il y a toujours un parti pris pour les femmes. Et ce sont souvent des femmes de classe moyenne qu'on va voir avec Cécé, qui est souvent... Ce n'est pas des femmes pour qui la vie est facile. C'est des femmes qui doivent toujours s'inventer, se réinventer. Et dernièrement, j'ai lu le dernier roman de Leonora Miano et que j'en ai parlé à Isabelle qui est ici. Et puis j'ai dit, mais c'est un livre que Emily aurait pu écrire, cette espèce de cette espèce de regard sur la femme, pas un regard complaisant, mais un regard, cette femme, dans son mouvement dans la société. Et en Haïti, en créole, on dit baisser, lever, comment elle construit. Et en Haïti, on dit souvent en créole, et c'est ça ma question, Emily, et que femme, c'est potomitan.
ces femmes qui font la vie marcher. C'est-à-dire que si la vie existe, en fait, là j'ai parlé en créole, je suis en train de traduire pour vous, si la vie existe, c'est grâce aux femmes. Et est-ce que, si quand je lis que ce soit Le bout du monde est une fenêtre, quels que soient les livres d'Emily, quand on lit, on voit toujours que les femmes sont debout. Et c'est les femmes qui font vraiment que la vie continue d'être vie. Oui, c'est vrai, les femmes inventent la vie en Haïti. C'est-à-dire, elles travaillent énormément. Voilà, il y a beaucoup de foyers monoparentaux, et parce que nous avons, hélas, un patriarcat totalement détestable en Haïti. Et moi, j'ai fini par détester la fête des mères, par exemple, en Haïti, parce que avant la fête des mères, en amont de cette fête, il y a tous les hommes qui chantent, qui se gargarisent en disant qu'avoir une mère, c'est extraordinaire, comme s'ils justifiaient le fait que ce soit les femmes qui s'occupent essentiellement de tout, de la maison, des enfants et tout ça. Moi, j'ai fini par comprendre que c'était pour eux une occasion de faire semblant que c'était normal. Donc c'est vrai, et les femmes, elles subissent la violence dans la société haïtienne, une violence qui est portée systématiquement, intégralement par les hommes. Parce que depuis quelque temps, depuis des années, il y a une telle violence politique en Haïti. Et moi, j'écoute la radio, je lis les journaux, je regarde la télévision, j'écoute les gens parler. Cette violence est essentiellement portés par les hommes. Ils font beaucoup de bruit, ils sont violents. Donc voilà, donc j'écoute beaucoup cette Heureusement société. Heureusement qu'il n'y a pas d'hommes dans la salle. Hein. Non, ils ne sont pas haïtiens. Ils ne sont pas haïtiens. Donc j'écoute cette société parce que je ne peux pas faire autrement qu'écouter, parce que là c'est ce qui aide c'est ce qui m'aide à être romancière, parce que écrire des livres, et j'aime répéter cela, c'est un métier des cinq sens. On travaille avec ces cinq sens, parce que et on est obligé, souvent on touche avec les oreilles, et on voit avec sa bouche. Donc il faut utiliser le sens que l'on a pour faire ce que l'on doit faire. Et voilà, et cette violence qui m'arrive par vagues, dès le petit matin jusqu'à la tombée de la nuit, et même après, jusqu'à ce que la nuit rencontre le petit matin, cette violence est portée par les hommes. Et il faut qu'il y ait, pour que cette société change, finalement, pour que nous ayons une forme de paix, il faut peut-être que l'on tente de reconstruire les hommes. Voilà, il faut une reconstruction de l'homme et de la femme haïtienne, mais principalement des hommes. Et pourquoi je dis de la femme haïtienne aussi? Parce que si les hommes haïtiens sont comme ça, c'est beaucoup aussi de la faute des femmes haïtiennes, parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas compris qu'il fallait changer la manière dont elles élèvent leurs fils. Voilà, écoutez, soyez une personne avant d'être un homme. Merci. Je pense que ce message va faire sa route, et puis je pense qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui te lisent en Haïti, Emily, et qui ça provoque, en fait, je pense même une nouvelle altérité en Haïti, parce qu'il y a un personnage ici, Cécé, qui vit dans ce livre qui a fait scandale, Les Villages de Dieu, et qu'il y a Cécé qui est un personnage vraiment en fait importante dans ce livre, et Cécé vit avec sa grand-mère. Elle le dit bien, Cécé, de famille, elle ne connaît que sa grand-mère. Toujours la question, la lignée matriarcale, la question d'absence de... Et il y a son oncle qui lui est revenu. Il était parti aux États-Unis, c'était vraiment l'échec, et puis il est revenu, et il est revenu à la maison. Et c'est une histoire de grand courage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Cécé en lisant ce livre. Il y a une empathie fondamentale à Cécé,
Et est-ce que tu peux nous parler, Émilie, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir un petit peu plus des villages de Dieu et de CC, mais j'aimerais bien que tu nous dis pourquoi CC t'intéresse comme ça dans ce livre, parce qu'on sent derrière CC qu'il y a une autrice. Voilà, c'est un personnage lumineux qui m'impressionne beaucoup parce que Rodney, quand on a fini de créer un personnage, et quelquefois il nous dépasse. Et là, je crois que CC m'a dépassé. CC m'a dépassé tellement je suis admiratrice de son courage. Elle naît dans ce bidonville qu'on appelle les villages de Dieu. Je commencerai par dire que les villages de Dieu existent. Enfin, le village de Dieu existe dans la vraie vie et le village de Dieu est dans l'actualité haïtienne depuis plusieurs années. C'est un bidonville à la sortie sud de Port-au-Prince et où a commencé véritablement le phénomène des gangs qui s'affrontent et les gangs du village de Dieu affrontent souvent les gangs d'un autre village qui s'appelle Grand Ravine. Donc il y a Grand Ravine, il y a Tibois et il y a d'autres ghettos comme les jeunes les appellent. Et voilà. Et moi j'ai voulu faire une métaphore en appelant le livre Les villages de Dieu parce que le livre se passe dans ces ghettos-là où il y a beaucoup d'affrontements entre les gangs, il y a énormément de violence et parce que dans ces cités-là, la religion est très présente et l'Église est le seul lieu de socialisation. Donc il y a beaucoup de dieux entre guillemets et beaucoup de bons dieux pour être plus précise, mais il y a aussi énormément de violence. Donc CC, elle naît dans cette cité, voilà, et c'est sa grand-mère qui l'élève parce que sa mère est décédée, elle n'avait que 2 ans, et CC va voir sa grand-mère disparaître et là, elle va continuer de vivre dans ce village qui s'appelle en réalité la Cité de la Puissance Divine, qui fait partie des villages de Dieu. Et CC va nous entraîner, va nous montrer comment on vit dans cette cité-là, dans ces cités-là, comment on passe au travers de cette violence et comment elle fait pour finalement devenir influenceuse, gagner sa vie, et elle nous montre ces chefs de gang, leurs compagnes, leurs partis pris, comment les politiques sont mélangés à cette violence et financent même cette violence, comment les gens d'argent financent cette violence. Et CC nous montre les femmes aussi, parce que dans ces cités-là, il n'y a pas que les chefs de gang, que les membres de gang qui s'entretuent, il y a aussi d'autres personnes, des femmes, des hommes qui vivent, qui s'interrogent, qui regardent le monde, qui partent voir le monde, qui prennent le risque de partir, comme son oncle Fredo, et qui finit par revenir parce qu'il ne peut pas s'adapter. Donc voilà, c'est un voyage époustouflant parce que en même temps, il y a énormément de violence, mais CC nous laisse ébahis à chaque fois, tellement elle comprend ce qui se passe, tellement elle domine les situations et aussi comme toute jeune personne de son temps, elle a 20 ans, elle a 22 ans, elle utilise les médias sociaux pour devenir influenceuse et comment le fait d'être influenceuse va la mettre au cœur de l'action parce que les chefs de gang vont vouloir qu'elle parle d'eux sur ses comptes de réseaux sociaux. Et voilà, si elle parle du chef de gang qui se trouve, par exemple, dans le village d'en face, il y a le chef de gang de la Cité de la Puissance Divine où elle vit qui lui dit, écoutez, vous avez parlé d'un tel un petit peu plus que moi. Et elle lui dit, mais écoutez, c'était pour dire qu'il est très méchant. Et l'autre lui dit, et moi, qui suis-je? Je ne suis pas méchant, moi. Donc, on est dans ça et c'est à bout de souffle et moi je pense que c'est très gai comme livre. Il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais il faut dire que je ne sais pas faire de l'humour. À chaque fois que j'écris un texte où je pense faire rire les gens et ils viennent me dire qu'est-ce que c'est triste. Mais c'est difficile, c'est d'autant plus difficile.
c'est comme un texte visionnaire, puisque les villages de Dieu, cette violence-là, ça grandit. Aujourd'hui, on parle de Québec, de fenêtre sur Haïti. Le Québec ouvre une très très grande fenêtre sur Haïti. Il y a d'un côté la culture, et paradoxalement, à cette culture qui est belle, qui propose un monde, un chemin d'espérance, il y a une violence qui est de plus en plus et qui résonne de plus en plus à chaque fois qu'on dit Haïti. Et c'est l'équation de cette violence-là qui se démultiplie. Comment on peut vivre cette équation, je veux dire paradoxale, Emily, et toi qui vis en Haïti, c'est-à-dire cette culture tellement forte, cet appel au désir, cet appel à l'amour, cet appel à la beauté que l'on trouve dans les livres, et cette situation sur le terrain qui gangrène. Eh bien, parce que c'est un pays très inégalitaire. Dès qu'il y a trop d'inégalités, il y a forcément de la violence, puisqu'il y a des gens qui sont dans une très grande misère, et la misère entraîne forcément cette violence. Et voilà, ces jeunes qui sont dans les cités précaires et qui deviennent des gangsters, qui ont des armes extraordinaires, qui leur sont données par des politiques qui les manipulent, qui les utilisent et aussi par des gens d'argent pour toutes sortes de raisons. Donc et voilà, dès qu'il y a trop d'inégalités dans une société, il y a de la violence. Donc cette violence pour moi n'est pas étonnante et je l'ai vu venir très très tôt. Je ne suis prophète que de nom, mais il y a des choses que je peux voir venir. En 2014, j'ai commencé à écrire ce livre en 2014 et parce que j'écoutais la radio et il y avait eu un incident très très grave qui s'était passé justement dans l'endroit qui s'appelle le village de Dieu où des membres d'un gang avaient assassiné leur chef. Et le journaliste avait été à la rencontre de ces membres de gang et ils expliquaient très froidement qu'ils l'avaient abattu parce qu'ils ne partageaient pas équitablement l'argent qu'ils volaient ou l'argent que leur donnait leur parrain, leur commanditaire, qu'ils donnaient plus de bière, qu'ils ne leur donnaient pas assez de bière, qu'ils donnaient plus à manger à ses chiens qu'à eux. Donc ça avait vraiment attiré mon attention et pendant des mois, je me suis mise à réfléchir et j'écoutais dans ma tête la voix de ce jeune homme qui disait qu'il avait tiré sur le chef de gang et qu'il le voyait gigoter, qu'il lui avait encore tiré des balles et jusqu'à ce qu'il décède. Et puis je m'étais dit, il y a quelque chose qui arrive là, qui va être incontrôlable. Effectivement, j'ai publié ce livre en 2020 et il y a eu une montée en puissance des gangs. Et après le succès du livre, je me suis mise à me sentir coupable de l'avoir écrit. Si je n'avais pas publié le livre avant, on aurait simplement dit que j'avais vraiment copié pour beaucoup de ce qui se passe et fait une sorte de reportage littéraire de la vie de ce quartier-là. Et c'était prémonitoire. Donc, Dany Laferrière, Dany Laferrière n'a pas attendu l'assassinat du président Jovenel Moïse pour me parler de ce livre, parce qu'il m'avait appelé et c'était un appel vidéo, il était très enthousiaste. Il m'a dit, Emily, je pense que c'est la première fois que je lis un livre sur Haïti qui m'apprend quelque chose. Déjà, je suis impressionnée par la qualité littéraire, mais aussi par le sujet que le livre aborde. Et il y a eu, hélas, l'assassinat du président Jovenel Moïse, et où on est venu, comme chaque fois qu'il y a un événement en Haïti, demander à Dany d'expliquer ce qui se passe. Et là, il a dit, écoutez, je ne sais plus ce qui se passe en Haïti, demandez à Emily Prophète. Mais après, et en 2020, 2021, aujourd'hui encore, il y a certains matins, je me réveille en me demandant, est-ce que tu as eu raison, toi, d'écrire ce livre? Bon, je ne sais pas, les lectrices me disent oui, les lecteurs aussi, mais je reste quand même avec un petit doute, mais le doute est très bon pour l'écrivain. Un écrivain qui n'a pas de doute n'a plus de chemin à faire. C'est beau, le doute, mais il y a Michel Deshôtels qui
qui t'aime beaucoup, Émilie, à chaque fois que c'est tu passes tendrement ici. réciproque. Donc, il t'appelle, il veut te parler parce que tu représentes, pour certains journalistes ici, en fait, l'image d'Haïti, en fait, tout ce qu'il y a comme, qui peut tenir le pays, tout ce qui est comme culture, tu représentes aussi la culture dans ta fonction. Il y a quelque chose qui est pour moi important, et un texte que tu as lu. Est-ce que tu te rappelles le texte que tu as lu chez Des Hôtels sur les odeurs dans ce livre-là? Donc, si tu pouvais, en attendant, je vais peut-être poser une petite question parce que les gens entendent parler un écrivain, donc ils leur font une petite preuve. Ils se sont déplacés pour venir t'écouter, donc au moins, vous allez lire une petite page pour qu'ils t'écoutent. Après, et j'en profite pour vous dire, après, Emily va s'asseoir, Emily va signer pour vous. Et puis, donc, à la fin, il y aura une période de questions où ça va être démocratique. On ne va pas faire comme en Haïti. Vous aurez des questions aussi à poser. Donc, je ne vais pas prendre toute la parole. Tu veux dire qu'il n'y a pas de démocratie en Haïti? C'est pas ce que je dis. Mais nous l'avons inventé, la démocratie. Donc, tu vas lire pour un bout, un petit bout. La cité de la puissance divine sentait mauvais. Ce devaient être toutes ces rigoles, ces eaux qui stagnaient et autre chose, beaucoup d'autres choses. Chez nous avait toujours eu l'odeur de la graisse, de la nourriture. Chez Natacha sentait le sulfate. Sa mère vendait des shampoings, du savon, des produits qui servaient à blanchir la peau, ce que Natacha faisait elle-même depuis la 6e. L'église sentait la sueur, celle de ces femmes, de ces hommes qui y passaient trop de temps, qui portaient trop de charges, au propre comme au figuré, et qui venaient confier ces fardeaux au Seigneur qui ne s'empressait pas de les en débarrasser. Le collège mixte Bernardin de Saint-Pierre sentait le fatras, les déchets ménagers pourris, parce que les gens se débarrassaient de leurs ordures derrière ces murs. La direction avait mené toutes sortes de campagnes, proféré des menaces contre ceux qui le faisaient, sans jamais arriver à les en dissuader. Chez Soline sentait les épices dont elle faisait le commerce, l'ail, le girofle, le gingembre. Chez Fanny sentait l'alcool dont Élise était toujours imbibée. Dans la maison de Fénelon et d'Yves Rose, les odeurs étaient mélangées, sans doute à cause des différents types de produits qu'ils proposaient dans leur petite boutique où j'allais acheter des cahiers à crédit. Joe et Edner étaient des maçons et leurs femmes ne travaillaient pas. Chez eux, c'était des odeurs de vomi et de défécation d'enfants, de sueur. Chez Nestor, sentait la vieillesse, le renfermé, les épluchures de bois qui tombaient comme des cheveux tout enroulés, des planches qu'il rabotait pour fabriquer les coffrets qu'il vendait. Et tous ces effluves se mélangeaient et enfermaient tout le monde dans la cité de la puissance divine. Merci. Là, on sent toutes les odeurs. On est envahi par les odeurs. Et c'était une fois très, très, en fait, décevant pour des lectrices et des lecteurs et d'apprendre, en fait, quand tu disais que il n'y avait pas une démarche documentaire. Tu connais pas les lieux, tu n'as pas été dans les lieux, tu connais pas Nestor, tu connais pas ces marchés-là, en fait, c'est de l'invention. C'est quand on te lit, on pense que tu es face à tout ça, que tu vis tout ça, que tu es au milieu. Parce que tout ça, le livre continue comme ça. Donc on a l'impression que cette description-là, la force de ces écrits-là, on a l'impression qu'il y a une base documentaire. Comment arrives-tu, Emily, à sentir toutes ces odeurs-là et à nous les faire sentir en tant qu'autrice? C'est vrai, je n'ai jamais été au village de Dieu, et parce qu'on n'entre pas dans le village de Dieu, on n'entre pas dans ces cités. En 2018,
et j'ai un souvenir très très clair de ce que je dis parce que ça a un rapport avec toi, Rodney. En 2018, j'étais l'invité d'honneur de Livre en Folie, qui est la plus grande foire du livre de la Caraïbe en termes de fréquentation, de vente de livres qui se tient en Haïti chaque année le jour de la fête Dieu. En 2018, j'étais l'invité d'honneur de Livre en Folie et j'étais en train de discuter avec toi d'un livre qui allait paraître justement qui s'appelle Un ailleurs à soi. Et tu m'avais envoyé la couverture, c'était le livre de l'événement parce que il faut avoir une actualité pour être invité d'honneur. Et autour de cela, j'étais en train de prêter attention à une autre information. Un jeune journaliste qui s'appelle Vladimir Le Gagneur, qui était allé faire un reportage dans le village de Dieu et qui n'en était jamais ressorti, probablement assassiné par les gangs. Parce que les étrangers n'entrent pas dans ces ghettos-là. Vous y entrez, on vous assassine ipso facto. Donc on ne va pas dans ces lieux. Mais je l'ai dit tout à l'heure, écrire, c'est un métier des 5 sens. Et le livre est plus important que si j'avais été, en termes de valeur littéraire, j'entends, que si j'avais mis les pieds dans les villages de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la littérature, c'est un métier, être romancier, c'est faire un métier dans lequel on doit pouvoir utiliser les 5 sens. Donc j'ai vu avec mes oreilles, j'ai humé avec mes oreilles ce qui se passe dans les villages de Dieu. Et mon beau-frère, qui est médecin, qui est un éminent chirurgien, quand il a lu Les villages de Dieu, il est venu me dire mais comment tu as fait pour savoir comment on conduit un diagnostic? Parce qu'à un certain moment, il y a un médecin qui conduit un diagnostic dans le livre pour annoncer à la grand-mère de Célia que sa fille avait le sida. Et il m'a dit, c'est exactement comme ça qu'on conduit un diagnostic. Donc voilà, je pense que c'est ça je vais employer un mot que je n'aime pas, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est là le génie du romancier. C'est être dans des endroits, mais être dans toute l'acception du mot, dans un endroit où il n'a jamais été et être plus là que ceux qui y vivent. C'est-à-dire pouvoir entendre chaque bruit, chaque bruissement de l'endroit, pouvoir humer ce qui s'y passe, voir, entendre et même toucher les murs de cet endroit-là. Parce qu'on est, on est dans cette construction qui finit dont la finalité est de devenir réelle. C'est-à-dire créer des réalités qui vont exister dans la vie de milliers, de millions de gens. Et tous les romanciers arrivent à faire ça. Tous les bons romanciers, allons dire, arrivent à pouvoir mettre le lecteur, la lectrice en situation. Vous ouvrez le livre et automatiquement, vous êtes dans cet endroit-là, c'est-à-dire plus présent même que le romancier ou la romancière lui-même. Créer des réalités pour l'autre et dont l'autre s'approprie. Donc c'est cela et le pari et le pari qu'il faut gagner aussi quand vous écrivez un livre, c'est-à-dire créer ce réel-là, c'est-à-dire faire exister Madame Bovary dans l'imaginaire du monde entier. Et comme le dernier livre que j'ai lu, celui de Virginie Despentes, Cher-Connard, pouvoir mettre la lectrice, le lecteur dans ce pari d'avant et de pendant le confinement, être dans cet échange de lettres, être dans les lieux, être dans la peau des personnages, et de telle sorte que ces personnages puissent continuer à vivre à travers ces lectrices et ces lecteurs qui peuvent être émulés pour nous proposer autre chose et ainsi faire continuer la vie. Parce que si la vie n'est pas un roman, le roman, c'est la vie. C'est très très beau. Tout ce que tu dis là, j'aurais pu croire que
qu'on a fait un complot et que tu nous as exposé une partie d'une thèse. Il y a il y a quelque chose que j'aurais aimé te demander, Emily, parce qu'on me pose souvent cette question. Pour un jeune qui écrit en Haïti, comment peut-on conjuguer le mot espoir? À quoi peut-on ça? Il y a beaucoup d'horizons, beaucoup de gens qui rêvent de partir dans tel livre, mais aujourd'hui, en Haïti, effectivement, on sait que, on dit souvent Haïti, c'est un peuple d'écriture, un peuple de peintres, un peuple de... Effectivement, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'artistes en Haïti, peut-être parce que les gens sont face à l'extrême et que l'extrême produit encore, en fait, ce taux extrême qui est là, etc., parce que les gens ne peuvent, en fait, c'est comme une espèce d'antidestin, c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Mais en fait, Emily Prophète, comment peut-on, en fait, traduire, dire l'espoir en Haïti? Comment toi tu le fais? En criant, c'est-à-dire en transformant le réel, en donnant du sens. Parce que c'est cela, l'espoir, c'est pouvoir donner du sens, pouvoir créer où la création semble ne pas être possible. Donc, dès qu'on peut donner du sens, il y a de l'espoir. Et voilà, je suis là aujourd'hui. J'ai fait 4h30 d'avion pour venir ici parce qu'il y a quelque chose qui sublime tous les mauvais jours, qui sublime le malheur. C'est l'art, c'est la littérature. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment être dans cette dynamique-là, être en train de créer, de donner du sens. Et peut-être que c'est parce que les Haïtiennes, les Haïtiens le comprennent, qui fait que nous sommes tout le temps au milieu de cette tempête et avec l'espoir qu'il va s'arrêter. Sinon, on arrêterait de créer. Donc c'est cette créativité-là qui, tous les jours, se lève et salue l'espoir. Demain est possible. J'aime beaucoup, en fait, ta réponse pour la quête de sens. Ma dernière question, après je vais lancer la parole au public. Ma dernière question, est-ce que vous, Emily Prophète, qui vous êtes, tu es écrivaine, tu es poète, tu es journaliste, tu as dirigé la Bibliothèque nationale en Haïti, tu t'es fondamentalement engagé dans la culture. Et récemment, en fait, tu es devenu ministre de la Culture en Haïti. Est-ce que ça fait partie dans cette quête de sens, ton itinéraire jusqu'au ministère de la Culture? Oui, ça, c'est totalement dans cela, dans cette trajectoire, dans cette recherche acharnée du sens et dans ce combat-là aussi. Parce que je suis une personne extrêmement combative et voilà, je me dis tous les jours que c'est possible et je suis dans cette recherche de sens, comment dépouiller ce qui ressemble tous les jours trop au malheur pour tourner les faces vers la lumière. C'est ça, je suis dans ce combat-là, dans cette quête quotidienne, acharnée, définitive de sens et pour sublimer le malheur, transcender toutes les divisions et voilà, dire écoutez, nous l'avons fait, nous pouvons le faire et nous pouvons, allons chercher et allons commencer par créer un discours. Donc voilà, j'ai commencé par là. Allons chercher un discours qui nous rassemble, un discours qui nous permet d'être et qui nous donne 1 million de bonnes raisons de continuer à habiter Haïti ou peut-être, pourquoi pas, d'y revenir parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont partis et qui rêvent d'un retour au pays natal et allons leur dire, allons mener ce combat pour qu'ils pensent peut-être à revenir ou du moins à nous visiter souvent. En tout cas, merci. Je t'applaudis, Emily. Je t'applaudis.
Je t'applaudis pour ce grand courage, pour cette manière d'être debout. Et puis, c'est pas facile. Mais en Haïti, il n'y a rien de facile. Donc, et là, vous avez 15 minutes, cher public, pour poser des questions à Madame Prophète. Je vois qu'il y a 15 questions. Oui, Julie. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Pour les questions, je vous invite à lever la main. Je vais venir vous voir avec le micro. L'entretien est filmé et capté, donc on veut bien vous entendre au micro. Et puis, je vous invite à faire des interventions brèves et en lien avec le sujet, et le tout dans le respect et la bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, merci. Moi, ça m'interpelle beaucoup quand vous parlez de violence aussi, côté de vouloir mettre la lumière sur certaines violences. Ce que je trouve ironique, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que parfois, dire non à la violence, c'est une forme de violence pour ceux qui veulent continuer de la pratiquer. L'espoir face à des gens qui n'en ont plus peut paraître comme une violence. Je ne sais pas comment expliquer, d'être des gens qui voudraient nous forcer à des choses ou qui veulent demeurer bouchés face à certaines valeurs ou libertés. Je trouve que parfois, c'est d'avoir le courage aussi de pouvoir passer pour quelqu'un qui voudrait créer une violence à cette mauvaise habitude. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là parfois dans votre... Vous disiez de vouloir mettre la lumière sur parfois certaines valeurs, juste le fait parfois de vouloir changer comment on élève les hommes, les futurs hommes, et ça peut parfois même être vu comme une violence quand dans le fond c'est pour le bien-être de l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire et c'est pour cela que j'ai parlé de reconstruction. Tout à l'heure, c'est très utilisé particulièrement dans le vocabulaire woke parce que je suis très près le mouvement woke et moi j'aime beaucoup ce que j'entends, ce que je vois. Il y a une reconstruction à faire et une construction aussi. Changer les paradigmes, mais aussi faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités. Voilà, moins d'inégalités. Moi, je pense que moins d'inégalités, mais aussi des interpellations à la construction, à la reconstruction, à la reconsidération, ça peut faire baisser la violence. Ça n'existe pas dans une société où on éradique totalement la violence. Non, mais on peut faire baisser cette violence. Parce que cette violence qui s'exerce sur les corps vulnérables, on peut la faire baisser. Là, il y a une violence qui sera toujours là, qui mérite d'être combattue, une violence verbale, voilà. Mais il y a cette violence sur les corps vulnérables, s'entend les femmes, les enfants, on peut la combattre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma question va dans le même sens que la notion d'espoir qui a été soulevée par Rodney Saint-Éloi. Et vous avez parlé de reconstruction des hommes. Est-ce que vous avez confiance dans le système d'éducation actuel en Haïti pour y arriver? Non, je n'ai pas confiance dans le système éducatif dans un sens très très large parce que c'est un système qui a été construit il y a longtemps et qui est en faillite aujourd'hui et voilà, il y a beaucoup de changements à opérer et c'est peut-être cela l'espoir d'Haïti aujourd'hui, le fait qu'on soit conscient qu'il faudrait tout casser en même temps et tout refaire à partir de zéro. Ça peut paraître complexe et compliqué, et bon, les choses complexes sont belles, les choses compliquées sont compliquées, mais peut-être, voilà, il faut vraiment mettre tout à plat, parce que c'est un système qui a été conçu pour créer des inégalités. Donc, il y a des choses à faire, il y a un courage qu'il faut avoir et une détermination, une volonté aussi. Donc, c'est très, très, très compliqué
Et voilà, mais c'est à faire parce que ce système éducatif ne tient plus la route. Déjà, il y a il n'est pas ouvert à tout le monde. Il est trop ancien modèle français. Justement, il faudrait repenser le système éducatif haïtien en fonction de la région dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une France du début du 19e siècle. Nous sommes dans une Amérique qui avance. Voilà, et il y a beaucoup d'autres propositions. Donc, ce système laisse trop de monde sur le carreau. Donc, il faudrait justement aujourd'hui le repenser, et le repenser peut nous donner un certain nombre de résultats par rapport à l'intégration de toutes et de tous, et aussi à cette reconstruction de l'être à laquelle il faut penser. Il y a d'autres questions. Il y a un monsieur qui parle. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir, en fait, le rôle que vous pourrez jouer en tant que ministre de la Culture sur justement l'éducation, sur d'autres enjeux qui vous préoccupent. Alors merci, je pense que je joue ce rôle autant que je peux dans des conditions très compliquées, et parce que je suis arrivée au ministère avec une feuille de route extrêmement claire sur ce que je veux. Et dans cette feuille de route-là, j'ai invité mon collègue de l'Éducation nationale à me rejoindre. Et dans un pays très divisé, dans un contexte politique et social très délétère. Donc voilà, je me suis demandé, parce que j'ai beaucoup réfléchi, et c'était même vu comme de l'arrogance, tellement j'ai réfléchi longtemps avant de dire oui. On m'a proposé le poste le 18 novembre, et finalement j'ai accepté le 11 janvier. Et bon, cela me vaut beaucoup de respect parce que personne ne l'avait fait avant. Parce que j'avais dit non, moi, qu'est-ce que je pourrais faire ici? C'est pas possible. Et on peut rien faire. Et puis j'ai pris le temps de réfléchir. Et là, je parle d'un pays divisé. Je me suis demandé pendant près de 2 mois et demi, qu'est-ce qui pourrait rassembler les Haïtiens? Et j'ai commencé à élaborer une feuille de route. J'ai décidé que l'année 2022 serait l'année de la belle amour humaine. De la belle amour humaine parce que 2022 ramenait le centenaire d'un très grand écrivain haïtien qui s'appelle Jacques-Stéphane Alexis, qui a été assassiné en 1961 par la police politique de Duvalier. Il avait 39 ans, il était médecin, neurologue, grand écrivain de son état. Il a publié 4 romans, qui fait qu'il a une œuvre extraordinaire, Jacques-Stéphane Alexis. Et comme dans mon pays, il y a tellement de divisions depuis 2017, nous n'étions même pas arrivés à commémorer une fête nationale. Donc j'ai fait une feuille de route en disant la belle amour humaine, voilà ce que cela va être. Ça va être de l'éducation à la citoyenneté, protection du patrimoine, équité de genre, et gestion des risques et des désastres, parce que Haïti est très vulnérable aux menaces naturelles multiples. Donc j'ai fait cette feuille de route et on a commencé à travailler avec beaucoup d'associations, parce qu'il existe beaucoup de petites associations. Je me suis dit, je vais exploser le budget du ministère de la Culture et le distribuer aux associations. Et ça a marché. Et pour la première fois depuis 2018, nous étions ensemble autour des fêtes nationales. Et le 18 novembre, c'est la fête du drapeau, par exemple, et j'ai réfléchi à ce que pourrait être la fête du drapeau, et j'ai réalisé que depuis 219 ans, nous n'avions parlé que des pères fondateurs de la nation haïtienne, qui sont Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe. Et puis je me suis dit, mais il y a aussi des mères fondatrices. Donc, on a commencé à parler des mères fondatrices et les gens se sont dit, mais oui, où étaient les mères fondatrices depuis ces 219 ans? Donc voilà, et je suis arrivée à rassembler beaucoup de gens autour des nouvelles idées, et tout le pays s'est accaparé de l'année de la belle amour humaine. Donc nous avons eu cette année de la belle amour humaine qui a été interrompue parce que depuis 1 mois, nous faisons face à un climat social
terrible qui fait que nous ne parlons pas trop de l'année de la belle amour humaine, mais je crois que de janvier à août, il s'est passé quelque chose dans la culture. Parce que c'est vraiment le rôle fondamental du ministre de la Culture, c'est de pouvoir donner du sens. C'est de faire en sorte qu'au-delà des clivages politiques, au-delà des désaccords, nous nous reconnaissons dans un certain nombre de choses, et je suis allée les chercher là, et je pense les avoir trouvées. Ça, c'est une toute petite partie, parce qu'il faudrait la nuit pour que je vous donne toute la feuille de route. Merci. On va peut-être rester avec cette belle amour humaine. Quand on ouvre la fenêtre sur Haïti, on va... Et si tu permets, Rodney, je vais prendre 30 secondes pour dire ce que c'est que la belle amour humaine. En fait, la belle amour humaine, c'est un texte que Jacques-Stéphane Alexis a écrit en 1957 pour souhaiter bonne année à ses amis. Dans ce texte-là, il parle d'humanisme, il parle de ressemblance entre les hommes de partout. Donc, et voilà, donc le texte s'appelle La belle amour humaine et il a été publié dans la revue Europe de janvier 1970, donc qui était consacré à Jacques-Stéphane Alexis. Donc voilà, c'est La belle amour humaine, c'est le titre du texte de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est pour cela qu'au lieu d'appeler l'année Jacques-Stéphane Alexis, j'ai préféré l'appeler année de la belle amour humaine. Merci. Merci. Donc, fenêtre sur Haïti, la belle amour humaine. Merci beaucoup. Merci à la Maison de la Littérature, merci à Québec en toutes lettres, merci à Émilie Prophète, merci à cette merveilleuse équipe de la Maison de la Littérature. J'imagine qu'elle ne dorment pas, on met ça au féminin, je ne vois que des femmes dans cette maison. C'est pour ça que ça marche. Émilie dit c'est pourquoi que ça marche. Donc, Émilie est là, Émilie va signer ses livres. Il y a une table de livres qui t'attend. Et puis le public peut... Il y a des gens qui ont des questions à te poser, mais qui voudraient te les poser pas en public. Et ces gens-là pourront aller te rencontrer. Et merci encore. Je vous demande d'applaudir le public maintenant. Merci.